On salue l'invité de l'ABCDR de la campagne, Gilles Carrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'immédiatement après avoir quitté Matignon, monsieur Fillon, qui a retrouvé donc son siège de député à ce moment-là en 2012, nous sommes en 2012, se met au service du patron d'un gros assureur pour l'aider dans ses négociations avec Bruxelles. Est-ce que cela vous choque ou est-ce que cela doit choquer ? Le sujet, c'est de protéger l'assurance française, des centaines de milliers d'emplois et surtout le maintien d'investissements, en particulier dans nos petites et moyennes entreprises. Or, cette directive dite Solvency II mettait en danger l'ensemble de l'industrie de l'assurance française et mettait en danger également sa capacité à investir dans les entreprises. Et moi, je ne suis pas choqué du tout qu'un ancien Premier ministre qui connaît parfaitement le dossier, défendre les intérêts français. N'oubliez pas ça veut dire que qu'il n'y aurait pas de différence entre intérêt privé et public. AXA, c'est le premier assureur français. Nous avons à défendre nos intérêts. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où il a été décidé par Trump de ne plus du tout réguler les industries bancaires et d'assurance, montre que nous devons défendre nos intérêts. Et moi, je ne suis pas du tout choqué qu'un ancien Premier ministre mette toute sa compétence et son autorité à défendre les intérêts français dans une discussion européenne extrêmement compliquée. 12h48, c'est l'heure de l'ABCDR de la campagne, comme promis donc Stéphane Robert. Avec au mot R comme rigueur. Bonjour Monsieur Carrez. Bonjour. Vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée. La Cour des comptes dit on manque de rigueur en France. Encore une fois, déjà est-ce qu'on tiendra cet objectif de 2,7% du PIB pour le déficit public à la fin de l'année prochaine ? On n'a aucune chance de le tenir. Et la Cour des comptes nous oblige avec son rapport à parler enfin du fond des choses. La situation de notre pays est très très préoccupante. En 2016, la croissance en France n'a été que de 1,1%, 1,9% en Allemagne. Le chômage reste à 10%. Notre commerce extérieur s'est dégradé en 2016 par rapport à 2015. Tous les clignotants sont au rouge. Et donc, si on n'accepte pas de faire un diagnostic lucide, sans concession, de la situation réelle de notre pays, on ne peut pas apporter les mesures de redressement dont on a besoin. Que se passe-t-il aujourd'hui ? En fait, nous empruntons chaque année parce que nous dépensons infiniment plus que ce que nous gagnons. En 2017, le projet de budget qu'a élaboré le gouvernement de M. Valls, et maintenant M. Cazeneuve, ce projet de budget a surestimé les recettes et a sous-estimé les dépenses. Les recettes, on a pris un taux de croissance très avantageux à 1,5%, dont on sait qu'il ne sera pas tenu. Et puis, sur les dépenses, on reporte tout un ensemble de la charge sur 2018 et les autres années. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on est en année électorale, qu'il faut multiplier les promesses. Et puis, on se dit, puisque l'argent coûte pas cher, puisque chaque année, on peut emprunter 200 milliards, parce que c'est 200 milliards que la France doit emprunter chaque année, et qu'aux 2/3, il y a des étrangers, parce que c'est aux 2/3 des étrangers qui nous prêtent à des taux d'intérêt bas, eh bien, continuons à dépenser plus que ce qu'on gagne, continuons à emprunter, et un beau jour, les choses s'amélioreront. Et bien moi, je dis ici, comme la Cour des comptes, que les choses ne vont pas s'améliorer, parce que les taux d'intérêt sont en train de monter, et dès lors que les taux d'intérêt montent et que la signature de la France, qui ne fait aucune réforme, n'inspire pas confiance, nous irons là droit, j'hésite pas à employer le mot, droit à une forme de faillite, parce que les prêteurs ne voudront plus nous assurer notre train de vie. Un petit mot quand même sur l'écotaxe, puisque la Cour des comptes dit on a pris une décision trop rapide en l'abandonnant, mais est-ce que le gouvernement n'a pas tenu compte d'un principe de réalité politique ou est-ce qu'il a cédé trop vite ? Non, le gouvernement a manqué de courage et quand on dit ça coûte 1 milliard d'euros à l'État, il faut dire en réalité à qui ça coûte, parce que l'État c'est nous. En fait, le milliard, on est allé le chercher dans la poche des automobilistes, comme le dit la Cour des comptes. Puisque l'écotaxe poids lourd a disparu, on a augmenté le prix des carburants. Et qui est-ce qui aujourd'hui paye la facture ? Ce sont les contribuables. Et je trouve que ce manque de compétences dans la décision, dans la gouvernance publique est extrêmement inquiétant. On aurait pu très bien sur l'écotaxe, en fait, renverser les choses et dire, puisqu'il y a des régions qui sont prêtes à la mettre en œuvre,
eh bien, faisons-le de façon décentralisée, à partir des régions. Au lieu de ça, le gouvernement, par manque de courage, a capitulé en race campagne. Et une fois de plus, c'est le contribuable qui paye les pots cassés. Excusez-moi de revenir à François Fillon, mais enfin, quand vous tenez ce genre de discours, quand vous parler du fond des choses, je suis très inquiet. Du Val-de-Marne, quand vous tenez des discours de cette nature en soutenant François Fillon, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Eh bien, François Fillon, que j'ai invité effectivement, a été entendu parce qu'il a eu le courage de poser un diagnostic lucide. Et à partir de ce diagnostic lucide, de proposer un programme de redressement. Regardez, le programme de Hamon, moi je vous le dis, c'est une évidence, la Cour des comptes le dirait de la même manière. Si vous dépensez 300 milliards d'euros sans avoir les recettes en face, c'est-à-dire en empruntant, immédiatement vous risquez la banqueroute du pays. Et c'est ça le fond des choses dont il faudrait parler aujourd'hui. Stéphane Robert. Avant d'appliquer ce programme de rigueur ou de redressement, vous dites de François Fillon. Mais ce n'est pas un programme de rigueur. De redressement, si vous voulez. Mais il faut être élu d'abord. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Je crois qu'il faut faire une pédagogie simple auprès de concitoyens qui la comprendront. On ne peut pas durablement dépenser plus que ce que l'on gagne. Tant qu'on pouvait emprunter à taux quasiment nul, les choses allaient bien. Aujourd'hui, la situation internationale est en train de se modifier. Les taux d'intérêt vont repartir à la hausse. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que, faute d'avoir anticipé les choses, d'avoir pris des mesures courageuses, ce soit dans la violence, dans la brutalité d'une forme de faillite où les prêteurs ne voudront plus nous prêter, qu'on sera obligé de faire des réformes. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de réformer notre pays. Encore faut-il en avoir le courage, la volonté politique. On a l'impression que c'est chronique, le fait qu'on n'écoute pas la Cour des comptes. Chaque fois, elle nous fait des rapports comme ça, et tous les gouvernements, parce que c'est pas seulement celui-là, ce qui me désole, c'est que également. Le gouvernement, la majorité actuelle, avait fait des efforts. Ils ont fait des efforts pendant 2-3 ans que je reconnais comme président de la Commission des finances. J'essaie d'être objectif. Il y a eu des efforts de réduction de l'augmentation des dépenses, des efforts d'économie. Et puis là, au motif que c'est une année électorale en 2017, eh bien, par une sorte de « après moi le déluge », on ouvre les vannes, on fait des prévisions de recettes qui sont complètement artificielles. Et regardez, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a un chiffre qui donne le vertige. En 2017, la masse salariale, les rémunérations des fonctionnaires de l'État vont augmenter autant qu'entre les années 2011 et 2016. Quand on lâche les vannes comme ça en fin de législature, c'est irresponsable. Pour quelle raison ? Augmentation du point d'indice, augmentation par dizaines de milliers des effectifs, et puis ce qu'on appelle le plan pluriannuel carrière-rémunération, qui consiste à accorder encore des avantages. Et qui paye ces avantages ? On les paye par la dette, et ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui auront à rembourser cette dette. Moi, je souhaite qu'on parle du fond, parce que notre pays va mal, on décroche par rapport à l'Allemagne, et nous devons expliquer, c'est notre rôle à nous les responsables politiques, d'expliquer aux Français qu'il faut maintenant faire des efforts, sinon nous allons devant de très grandes difficultés. Ultime question, courte. Mais est-ce que les gouvernements précédents n'ont pas fait à peu près la même chose ? Alors, en quelques mots. Les gouvernements, depuis, c'est vrai, une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, ont accepté que le pays vive au-dessus de ses moyens. Et aujourd'hui, on est au pied du mur, on est confronté à l'heure de vérité. Et ça, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire à nos compatriotes. Gilles Carrez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La météo en 3 mots, frais et instable, de 3 à 14 degrés quand même, du nord au sud. Édition réalisée avec Mathilde Julien. Le prochain journal est à 18h avec Stanislas Vazak. Là, voilà, on retrouve Raphaël Bourgois. Je suis là, pour Antoine, la merci. dernière partie de la grande table. Merci, vous restez avec nous. Tsvetan Todorov se décrivait lui-même comme un passeur. Passeur entre 2 pays, évidemment, la France et la Bulgarie, mais aussi entre les disciplines. S'il a commencé par les études littéraires, la théorie du langage, il est ensuite passé à l'anthropologie, puis l'histoire, les sciences politiques et enfin la philosophie morale. Pour reprendre les propos du critique Olivier Barrault, il a parcouru un cercle dont tous les rayons conduisaient au même centre, la condition humaine.
On peut même parler d'humanisme. Le mot souvent galvaudé prend tout son sens dans la vie et l'œuvre de Tzvetan Todorov. Homme dépaysé, voilà une autre expression qu'il affectionnait particulièrement. Il a été à la fois complètement au-dedans et complètement en dehors de la vie intellectuelle française. Proche de Roland Barthes et des structuralistes, fondateur en 1963 avec Gérard Genette de la revue Poétique, il prend un nouveau tournant au début des années 80, s'éloigne de la linguistique et de la théorie littéraire. Il remet alors sévèrement en cause le primat de la forme dans Critique de la critique, c'était en 1984. L'Occident, la peur des barbares, nous et les autres, l'ingérence humanitaire, les insoumis, Tzvetan Todorov s'empare des grands thèmes du XXe siècle finissant et du XXIe siècle commençant, toujours à la recherche du juste milieu. On en parle et on honore sa mémoire aujourd'hui avec deux invités. Jean-Marie Schaeffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'EHESS et vous aviez organisé en 2010 un colloque, La signature humaine, autour du travail de Tzvetan Todorov, colloque auquel avait participé Ronnie Broman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, ancien président de Médecins sans frontières, c'était entre 82 et 94, et Tzvetan Todorov avait signé la préface de votre livre paru en 2009, Humanitaire, diplomatie et droits de l'homme. Comme d'habitude, c'est nos défauts que nous essayons de convertir en vertu. Et ce défaut, je l'avais dans mon enfance, mon adolescence. J'avais l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir d'identité. Je rencontrais quelqu'un, je l'admirais, je voulais lui plaire sans doute, et je l'imitais. Et j'avais l'impression d'être une espèce de caméléon, mais je ne voyais ça pas du tout de façon flatteuse, qui donc se projetait en chacune de ces rencontres. Alors ce thème de l'altérité m'a beaucoup fasciné dès cette époque. Je me demandais sans cesse, mais y a-t-il autre chose à l'intérieur de chacun de nous que les traces des rencontres antérieures? Voilà la voix de Tzvetan Todorov avec ce léger accent bulgare. Jean-Marie Schaeffer, l'altérité, il faut commencer par là. Oui, je pense il faut commencer par là, à condition de ne pas construire l'altérité en une catégorie absolue, parce qu'il n'y a jamais, en tout cas pour Tzvetan Todorov, il n'y a jamais eu d'autres absolus. C'est toujours des autres qui sont en partie identiques à nous-mêmes. Vous avez parlé de sa dimension anthropologique, de ses travaux, et dans cette dimension, il y a l'idée qu'il y a une nature humaine qui nous réunit tous, qui est à la fois la source de nos forces, mais aussi la source de nos faiblesses, parce que ce qui caractérise, je pense, son humanisme, c'est que ça a toujours été un humanisme critique, au sens où ce n'était pas une admiration béate pour les puissances intellectuelles ou même les puissances morales de l'humanité, mais ce qu'il exprime bien dans ce petit extrait, c'est-à-dire cette idée que d'une certaine manière, l'être humain est toujours un être de compromis. Et c'est dans cette capacité de compromis que réside en fait sa grandeur. Il y a quand même une radicalité dans cette petite phrase là, qu'on a oui, entendue tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose en chacun de nous d'autre que les traces que les autres y ont?